l'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, on est mardi 27 août 2024. Madame Villeneuve, bonjour. Benoît. Bonjour, tout va bien. On va parler de l'eau potable, comment on donne notre eau. Peut-être qu'il serait temps que ça change au Québec. On va voir. Et aussi, le combat, tu sais, la taxe 100%, là, Isabelle en a parlé tantôt, là, 100% sur les voitures chinoises et voitures électriques chinoises. Puis en même temps, moi, je me demande, est-ce que le combat, c'est pas justement les gaz à effet de serre qu'il faut combattre plutôt que l'industrie de l'automobile en Ontario? Je n'ai pas à réponse, là, je pose la question. Puis on va revenir là-dessus au cours de l'émission. Mais tout d'abord, c'est une surprise pour moi, là. Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire, est avec nous. Monsieur Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Est-ce que c'est une réconciliation ou c'est un passage obligé? Je sais que Cube, c'est votre radio préférée, là. Ben, depuis longtemps, c'est ma radio préférée. Je sais pas de quelle réconciliation vous parlez. On s'est jamais chicané, vous et moi. J'ai aucun souvenir de ça. Vous avez toujours été très gentil avec moi et moi de même. Alors, c'est avec plaisir que j'ai accepté votre invitation pour qu'on parte du bon pied. Parfait. Cette rentrée parlementaire ensemble. C'est gentil, je vais m'attacher, là, je vais avoir l'air propre, c'est parfait. OK, dis donc, avant qu'on parle de la rentrée parlementaire, parce qu'il y a du stock au menu, toute la controverse, en tout cas, la façon de faire là, à Québec solidaire, là, avec Émilise Lessard-Terrien, je sais que vous en avez parlé, là, ça s'est passé au printemps dernier. Cet été, là, vous avez perdu aussi deux adjoints. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, là? Est-ce que vous êtes assis pour repenser à votre façon de faire, votre façon d'interagir? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Ben, moi, j'ai pas fait de cachette, au printemps dernier. Ça n'a pas été facile, le départ d'Émilise Lessard-Terrien. On s'est remis en question comme parti. Puis moi, personnellement aussi, je me suis remis en question. Et l'été m'a fait du bien, je vous le cacherai pas, du temps en famille, avec ma blonde, avec ma fille. Et j'entre dans cette session-là avec une intention très simple, c'est-à-dire, encore une fois, revenir aux raisons fondamentales pour lesquelles moi je fais ce que je fais, pourquoi je vois pas ma petite cocotte 3 jours, 4 jours, 5 jours par semaine. C'est pour la justice sociale au Québec, c'est pour l'environnement, c'est pour l'indépendance. C'est de ça dont on va parler. Puis moi, je veux mener les batailles qui sont chères à mon cœur depuis 15 ans maintenant. Mais concrètement, là, est-ce qu'il y a des choses que vous avez décidé de changer, là, la façon de diffuser l'information, d'interagir avec les autres? Là, il doit y avoir eu un plan de match différent là, pour vous. Parler, mettons, pour moi personnellement, pour Québec solidaire comme parti? Non, pour vous. Ben, écoutez, moi, j'avais une co-porte-parole qui je parlais très régulièrement. C'était ma collègue, ma partenaire, puis elle est tombée en arrêt de travail, elle est tombée en épuisement professionnel sans que je m'en rende compte. Je pense que quiconque qui vivrait cette situation-là se poserait des questions sur est-ce que je porte assez attention, est-ce que je suis assez attentif à ce qui se passe auprès du monde, chez les gens qui sont près de moi. Fait que c'est sûr que ça m'a fait me poser ces questions-là, puis j'ai plus envie que ça soit produit. On va parler de la rentrée dans un instant, là, mais j'avais l'impression aussi qu'elle vous reprochait d'avoir comme accaparé toutes les décisions, tout le pouvoir, toutes les stratégies à Québec solidaire autour de vous, puis elle n'avait pas beaucoup d'espace là, pour aller respirer. Ça, c'est un jugement qui lui appartient. Ouais, mais c'est ça, c'est un jugement qui lui appartient. Moi, j'ai envie de dire une chose. J'ai travaillé pendant 7 ans avec Manon Massé comme porte-parole. Les premières années, c'était Manon qui était chef parlementaire. C'est elle qui a fait le débat des chefs en 2018. On s'entendait très bien pendant cette première phase-là de notre leadership partagé. Par la suite, elle m'a passé la POC. Je suis devenu chef parlementaire. J'ai fait le débat des chefs en 2022. Et on s'est aussi très bien entendu pendant cette deuxième phase-là. Donc moi, j'ai été capable de travailler pendant 7 ans avec Manon Massé. Pourtant, on est 2 personnes, on peut se dire, pas mal différentes. Et on sait... En fait, c'est dur de trouver 2 personnes plus différentes que Manon et moi. Et pourtant, ça a été un coup de cœur politique, un coup de cœur personnel. On a été des partners in crime, pour prendre un anglicisme, pendant 7 ans. Moi, j'aurais aimé ça, avoir le temps de développer cette relation-là avec Émilise. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Comment va Manon Massé? Est-ce qu'elle va bien?
Elle est de retour. Elle est de retour en pleine santé. Ouais. Ça a été une année difficile pour Manon. Quelques pépins de santé, Ouais. quelques interventions chirurgicales. Grave, sérieux, là. J'ai passé du temps avec elle dans les derniers jours. Oui, on a eu peur qu'elle soit pas capable de terminer son mandat avec nous. Là. On se le cachera pas. Mais là, elle est de retour. Je pense qu'elle vous dira vous-même, là, mais je pense qu'elle va peut-être adapter sa manière de faire de la politique à sa nouvelle réalité, peut-être descendre un petit peu l'intensité après quand même des décennies d'engagement citoyen très intense pour Manon, mais elle est là et son cœur va mieux des deux sens, c'est-à-dire son cœur physique, mais aussi son cœur émotif. Ouais. Et voilà, son cœur politique n'a pas été affaibli la dernière année, puis c'est sûr que de l'avoir à mes côtés, c'est une grande joie. Hier, je recevais Fadi Daguerre, le chef du SPVM, dernière affaire avant la rentrée parlementaire, M. Nadeau-Dubois. Puis je lui disais, est-ce qu'il serait pas temps, avec toutes les manifestations qu'on a connues, de la casse, du vandalisme, serait pas temps de revenir au règlement P6, puis dire, vous allez dire comment vous allez manifester, tout ce qui est pro-palestinien, pro-Hamas, vous allez donner votre itinéraire, vous allez manifester à visage découvert parce qu'on va plus endurer ces menaces-là, ce vandalisme-là, cette façon de faire-là. Vous étiez au centre du printemps érable. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a des actes criminels qui sont commis, s'il y a des règlements qui sont enfreints, la police a un travail à faire et elle le fait. Ceci étant dit, règlement P6 a été... Le règlement P6 a été contesté devant les tribunaux. On est dans un état de droit. Il faut s'assurer de trouver l'équilibre entre, qu'il n'y ait pas de gestes illégaux qui soient commis, mais de s'assurer que la liberté de manifestation, même pour des causes qu'on n'appuie pas, reste entière et reste protégée au Québec. Je comprends ça, mais quand des gestes criminels sont posés, les gens sont masqués, à un moment donné, on ne peut pas demander à la police de deviner c'est qui. Il n'y a pas de débat là-dessus. S'il y a des gestes criminels qui sont posés, la police a un travail à faire. Moi, je fais confiance que ce travail-là va être fait, mais c'est pas parce que quelqu'un a un foulard d'en face qui va faire un acte criminel. Aux dernières nouvelles, c'est pas un acte criminel d'avoir un foulard d'en face. Non, mais l'inverse, si tu poses un acte criminel et tu as un foulard d'en face, on peut pas t'identifier. C'est ça le problème. Si la police, s'il y a des actes criminels, on est dans un état de droit. Il y a des lois, puis tout le monde doit les respecter. C'est vrai pour la police, c'est vrai pour les manifestants. S'il y a un acte criminel qui est posé, la police a un travail à faire. Donc, on garde les masques. On garde les visages masqués pendant les manifestations. Ces règlements-là ont été généralement invalidés, pas par Québec solidaire, mais par les tribunaux qui ont jugé que c'était inconstitutionnel. Moi, je fais confiance aux tribunaux là-dessus. Rentrée parlementaire pour Québec solidaire le 10 septembre, sauf erreur. Là, je me disais, c'est quoi le plan de match, là, être plus pragmatique? On parle de... aujourd'hui, le Parti québécois demande un plan d'action là, pour contrer la violence dans les écoles. Personne n'est insensible à ça. Chez vous, ça ressemble à quoi le plan de match, là? Notre plan de match officiel, on va le faire la semaine prochaine. On a ce qu'on appelle le caucus précessionnel, donc notre premier caucus de la session où on fait le plan de match, toute l'équipe des députés ensemble. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a des éléments qui sont incontournables. Regardez encore une fois l'été qu'on vient de connaître, avec les inondations historiques causées par la tempête Debby. On a cherché le premier ministre, on ne l'a pas trouvé. Et il y a une chose que je pense les Québécoises se doutent pas. C'est qu'au Québec, oui, on a un plan de lutte au changement climatique. On a un plan pour ralentir nos émissions de gaz à effet de serre. On peut le trouver qui est assez ambitieux, pas assez ambitieux. Je pense que les gens savent où je loge là-dessus. Mais ce qu'on n'a pas au Québec, c'est un plan d'adaptation au changement climatique. Parce que la vérité, là, c'est que peu importe qui gagne les élections en 2026, les changements climatiques, ils sont commencés. On est dedans. Donc, il faut continuer à essayer de les ralentir, comprenez-moi bien. Mais il faut aussi s'adapter. Et au Québec, contrairement par exemple à la Colombie-Britannique, un plan qui dit voici ce qu'on a à faire au Québec pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là, au niveau des inondations, au niveau des canicules, au niveau de ce qui se passe dans nos écoles, au niveau des îlots. Ce plan-là n'existe pas. Donc nous, ce qu'on demande à François Legault, et on va réitérer cette demande-là à la rentrée parlementaire, c'est de déposer d'ici la fin de l'année un plan d'adaptation au changement climatique. Puis là, la question, c'est, mais Gabriel, comment vous allez financer ça? Nous, notre proposition au gouvernement de François Legault, c'est d'aller rapatrier le 3 milliards de dollars que chaque année, le Québec envoie en taxes et en impôts à Ottawa et qui finit en subvention à l'industrie pétrolière et gazière en Alberta. Cet argent-là ne devrait pas subventionner les gens qui causent le problème. Cet argent-là devrait subventionner les initiatives au Québec
qui cherchent à trouver des solutions. OK, mais ce qui s'en vient à l'émission, il y a deux sujets. Là. D'abord, puis je pense que c'est de votre intérêt aussi, là, les voitures, le 100% de taxation là, sur les voitures électriques chinoises. La question que je me pose, moi, c'est quelle est la priorité? Est-ce que c'est le combat au gaz à effet de serre? C'est des voitures chinoises. On comprend la concurrence déloyale, on comprend tout ça, là. Mais pour des ménages à revenus réduits, c'est un accès à des voitures qui ne produiront pas de gaz à effet de serre. Ça ne devrait pas être ça, la priorité? La priorité, c'est d'avoir le plus possible de véhicules électriques au Québec et qui soient le moins cher possible. C'est pour ça qu'il faut rester ambitieux, qu'il faut s'aligner sur les meilleurs pays du monde pour exiger de la part des constructeurs automobiles qui nous envoient plus de véhicules électriques sur le marché. Mais les avez-vous magasinés, les voitures électriques? Moi, je le fais, là. Les véhicules électriques au Québec sont scandaleux. Trop chers. C'est scandaleux. C'est un problème. 60, 75 000, 80 000. Exact. Il faut s'y attaquer. Et une des manières de s'y attaquer, c'est d'exiger de la part des constructeurs automobiles qui mettent plus de véhicules sur le marché. Moi, je suis pas contre qu'on mette des restrictions sur les véhicules chinois pour protéger l'emploi local. Mais il faut garder l'objectif en tête de s'assurer qu'il y ait plus de véhicules sur le marché. Parce qu'il y a bien des Québécois et des Québécoises qui aimeraient ça faire leur part pour l'environnement. Ben oui, mais c'est un dilemme. Mais des véhicules électriques trop chers. Mais c'est un dilemme parce que c'est pas Ford ou Volvo qui va se préoccuper des demandes du Québec. Sérieusement, là. Ben, quand on regarde à travers le monde, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les États qui mettent des cibles ambitieuses, c'est-à-dire qui forcent les constructeurs à un certain pourcentage de véhicules électriques sur le marché, mais les constructeurs, là, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est vendre des chars. Ils vont les mettre en disponibilité sur le marché. C'est ce qu'a fait la Californie, c'est ce qu'a fait la Norvège. Il y a plein d'endroits dans le monde où on accélère le rythme de mise en marché des véhicules, puis c'est ce qu'il faut faire au Québec. Mais il n'y a pas une hypocrisie à ça, parce que là, on l'applique, à Ottawa, on l'applique sur les voitures électriques chinoises, mais on va retourner nos écrans de télé, on va retourner nos téléphones, on va retourner tout ce qui est produit en Chine si on veut dénoncer la concurrence déloyale. On va fermer les Dollarama là, qui nous vendent la scrap qui se ramasse dans les dépotoirs. Mais, tu sais, il faut être cohérent quelque part. Écoutez, vous n'avez pas besoin de me convaincre sur les vertus de l'achat local. Moi aussi, j'essaye de faire ma part dans la mesure du possible, mais là, je vous parle à travers mon iPhone. C'est pas parfait. Puis il n'y a personne qui peut prétendre d'être plus catholique que le pape là-dessus. Ce qu'il faut, c'est faire des efforts comme société, puis il faut que le gouvernement donne l'exemple pour stimuler l'achat local dans ses ministères, dans nos écoles, dans nos cégeps, nos universités, nos CHSLD, nos hôpitaux, etc. Mais il ne faut pas se le cacher, on est encore dépendant de bien des marchés extérieurs pour bien des patentes dans notre quotidien. Puis c'est un objectif qu'il faut se donner, d'être de plus en plus autosuffisant, puis de plus en plus favoriser l'achat local. Puis là, je ne vous parle même pas de l'agriculture, où là, c'est devenu vraiment une priorité d'accélérer notre consommation d'aliments locaux. Mais Ottawa n'agit pas par principe, il agit sous la pression de l'industrie automobile en Ontario. En tout cas, moi, je suis vraiment... La pression des travailleurs, travailleuses aussi. Je veux dire, on investit des fonds publics dans cette industrie-là. C'est nos taxes et nos impôts qui servent à protéger des emplois. Moi, je suis capable de vivre avec ça. Je ne suis pas contre qu'on aide des entreprises pour protéger des emplois. Mais justement, après ça, il faut agir pour s'assurer qu'avec les millions qu'on met, on crée des bons emplois de qualité au Québec pour que les familles québécoises vivent bien, surtout dans un contexte d'explosion du coût de la vie. Le plan d'action là, pour contrer la violence dans les écoles là, du Parti québécois, allez-vous l'appuyer? Bon, j'ai pas pris connaissance des détails, mais sur le fond, là, tout le monde s'entend. C'est extrêmement inquiétant de voir la montée des violences en général, puis je vous dirais la montée des violences sexuelles en particulier. À une certaine époque, on se disait « les jeunes sont très sensibilisés à l'égalité homme-femme », la fin de la violence contre les femmes, des fois, on a peut-être pu croire que ça allait comme arriver presque tout seul, parce que la nouvelle génération, soi-disant, était tellement sensibilisée à ces affaires-là. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment pas le cas. Il y a une augmentation des violences sexuelles dans nos écoles. Ma collègue Ruba Gazal a déposé il y a bien longtemps cette idée donc d'un projet de loi pour avoir une loi cadre de prévention contre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires, un peu comme ce qu'on a fait au cégep et à l'université, pour s'assurer, pas juste qu'on tape sur les doigts des gens une fois qu'il y a eu des problèmes, mais qu'on agisse dans nos écoles en prévention pour sensibiliser nos jeunes au fait qu'il y a des gestes, il y a des propos qui sont violents et qui n'ont pas leur place dans nos écoles. Moi, ma petite fille n'est pas encore à l'école, là, mais elle va rentrer dans quelques années,
Fait que moi, comme papa, j'en entends une deuxième en plus. Quand je vois ça, ça m'inquiète. Je veux que nos écoles, c'est la vie de Québec solidaire aussi, on veut que nos écoles soient des lieux de sécurité pour nos enfants. Puis malheureusement, on n'est pas là encore au Québec. Le signe de ça, c'est d'avoir un bat de baseball sur le bord de la portant. Vous savez ça, hein? C'est le même... pour dissuader les mauvaises idées. Je vous donne ça comme conseil. Là. Je suis beaucoup plus vieux que vous. Dis donc, non, mais juste là-dessus, là, pour la violence, là, puis je pense aussi à la campagne là, de la violence conjugale qu'on a connue après la série de féminicides. Faut arrêter d'avoir peur de dire c'est dans toutes les communautés, de toutes les couleurs. Faudrait le dire, parce qu'on a eu une campagne où c'était juste des hommes blancs qui battent des femmes au Québec. Non, la violence à l'égard des femmes, là, c'est dans toutes les classes sociales, c'est dans toutes les régions, c'est dans toutes les communautés, chez les gens de toutes les origines. Malheureusement, les inégalités entre les hommes et les femmes, elles traversent notre société. Et il faut, au Québec, en faire beaucoup plus. D'abord, c'est quoi la priorité? Pour s'assurer que quand les femmes sont victimes de violences, elles ont un endroit où aller rester. Parce qu'en pleine crise du logement, savez-vous ce qui se passe en ce moment? Puis j'en ai rencontré une femme la semaine dernière dans le groupe des femmes, ici dans ma circonscription, qui voulait quitter son mari violent. Elle a appelé à SOS Violence Conjugale pour avoir une place en refuge, puis on lui a dit, il y a une liste d'attente. Il n'y a pas de liste d'attente pour 911, M. Dutrisac. Il ne devrait pas avoir une liste d'attente quand vient le temps de trouver une place dans un refuge pour femmes victimes de violences. Et il faut en construire beaucoup plus vite. Personne ne devrait attendre. Quand on est dans un milieu violent, on devrait pouvoir le quitter dès qu'on le souhaite. Avant qu'on se quitte, j'en profite, là, vous faites mention de la pénurie de logement là, qui est claire, là, il y a une crise. Moi, je sais pas comment les jeunes générations font pour s'acheter une maison aujourd'hui. Là. J'ai des enfants adultes, là, puis je ne sais pas comment ils vont y arriver. Tout ça, là, je veux juste vous ramener à cette citation de François Legault. Il a dit « On a tous un devoir de réduire le nombre d'immigrants temporaires pour être capable de protéger nos services publics, protéger le français. » Vous réagissez comment quand vous entendez ça? C'est vrai que l'augmentation astronomique de l'immigration temporaire au Québec a eu un impact sur la crise du logement. Par contre, dire, comme l'a dit le premier ministre, que 100%, c'est ce qu'il a dit, 100% de la crise du logement était causée par l'immigration, je veux dire, c'est prendre les Québécois et Québécoises pour des valises. Ça fait des années qu'on le sait, qu'on ne construit pas assez de logements au Québec. Ça fait des années qu'on voit la spéculation immobilière faire des ravages. Ça fait des années qu'on voit Airbnb retirer des logements du marché pour les confier à des touristes plutôt qu'à des familles québécoises. Donc, est-ce que l'immigration temporaire a ajouté de la pression dans certaines régions? C'est impossible de le nier. Les chiffres, c'est les chiffres. Mais de dire que c'est la seule cause, c'est un raccourci inadmissible pour le premier ministre, mais politiquement, c'est pratique parce que ça lui permet de dire le problème, c'est pas moi, le problème, c'est l'immigration temporaire. Nous, à Québec solidaire, ça fait des années qu'on en parle. On sonnait l'alarme bien avant l'explosion de l'immigration temporaire dont M. Legault est responsable. Puis ça aussi, ce sera un autre incontournable de notre session parlementaire. On a gagné toute une bataille la dernière session avec l'élargissement de la loi Françoise David. Ça nous a motivés, malgré les tourments qui ont habité notre parti, on a quand même réussi à livrer ça. Donc là, sans ces tourments-là, imaginez ce qu'on est capable de livrer pour les à la évictions sur le plan du logement. Pour les évictions des personnes de 70 ans, 65 ans et plus, là, ce qui est une bonne affaire. Mais quand même, il reste que c'est Ottawa qui décide, là, plus que Québec. Bien, sur l'immigration temporaire, M. Legault et M. Trudeau sont co-responsables du problème. Plusieurs programmes d'immigration temporaire, c'est le premier ministre du Québec qui les contrôle et il y a eu une augmentation dans tous ces programmes-là depuis que M. Legault est premier ministre. Vous feriez quoi, vous? Nous, on l'a dit depuis longtemps, il faut en finir avec ce modèle qui ne fonctionne pas ni pour le Québec ni pour les personnes immigrantes, où on fait exploser l'immigration temporaire et on garde artificiellement bas les seuils d'immigration permanente. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut chiffrer la capacité d'accueil du Québec en consultant des démographes, des économistes, des experts, et par la suite voir quels sont nos besoins en matière de main-d'œuvre dans l'ensemble des régions. Donc, la rhétorique simpliste de M. Legault et de M. Plamondon, ce n'est pas la solution. Il faut avoir une approche raisonnée. Moi, je suis très fier d'avoir dans mon équipe Guillaume Clich-Rivard, un avocat en immigration qui connaît ces affaires-là, puis qui, depuis le début de ce débat, je pense, donne l'heure juste
aux Québécois, Québécoises, pour qu'on ait un plan d'immigration qui soit à la hauteur de nos valeurs d'accueil, mais qui soit aussi respectueux de notre capacité d'accueil dans l'ensemble des régions. Très bien. Gabriel Nadeau-Dubois, un retour. Merci. Après un été salutaire. Oui, mais il faut... Oui, non, tout le monde doit prendre un peu de temps avec sa famille et ses proches pour décanter un peu, là, parce que sinon, ça devient invivable. Puis on vit une période assez tumultueuse, hein? Faut rester calme, là, puis essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes. Et malgré tout, on est chanceux d'être au Québec, M. Dutrisac, parce que quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, à Gaza, mais pas seulement, on se dit quand même que vivre dans une société de paix comme ça, puis de pouvoir débattre des enjeux, vous et moi, puis avec les autres partis, ça reste un privilège. À Gaza et en Israël aussi. Hein? Être attaqué comme ça, là, c'est un peu dégueulasse. Merci. C'est inacceptable. À la prochaine. Merci beaucoup, M. Dutrisac.